Dans la vingtaine, vous êtes ouvrier au PTT, les télécoms français. Parce qu'un jour, un des amis de mes parents viennent avec une caméra Super 8 à la maison. J'ai 16 ans. Le monsieur me dit, tiens, essaye. Et j'ai appuyé sur le bouton de la caméra. Et je me souviens encore de la vibration, de l'odeur du plastique, du bruit. Ça faisait... Et c'était magique. J'ai compris à ce moment-là qu'il suffisait d'acheter une caméra pour être metteur en scène. C'est le moment le plus important de ma vie. Tout a basculé là. Donc, comme j'étais nul à l'école, parce que ça ne m'intéressait pas, parce que je me rendais compte que je n'avais pas envie de faire des maths, j'avais envie de faire autre chose. Donc j'ai travaillé tout de suite à installer des centraux téléphoniques dans l'Est de la France. Et avec l'argent, j'ai acheté la caméra, le projecteur, la colleuse, etc. J'ai commencé à faire des films. Des films d'animation? Oui, parce que c'était plus facile quand on connaît personne, faire d'une équipe, des acteurs, des machins. Alors que l'animation, ça paraissait plus simple. Ma caméra Super 8 avait un petit trou dans lequel on mettait un déclencheur, image par image. C'est le réveil qui se casse la figure pour me dire accélère, prends pas tant de temps pour raconter. Non, on a tout notre temps, Jean-Pierre. Bah, vous pouvez peut-être me ramener à Paris en même temps d'ailleurs. Ça va vous coûter cher. Et en fait, un de vos courts-métrages, en 1985, si ma mémoire est bonne, vous obtenez un César. Le premier, c'est même avant, ça doit être 78, 79, ça s'appelle Le Manège, c'est un film d'animation. Voilà, c'est Roman Polanski et Romy Schneider qui me l'ont remis. Et c'est bizarre parce que je ne sais pas du tout ce que je fais là. Je n'avais jamais vu les Césars avant de ma vie. J'ai emprunté un costume, mon boucher m'a fait le nœud de cravate. Et quand je rentre à la maison, je vois mon répondeur 120 messages. Je me dis, zut, il est cassé, il a pété un plomb le répondeur. Bah non, j'avais 120 messages parce que tout le monde regardait ça. Et là, j'ai compris à quel point ce genre de choses est importante. Et comme la récompense, vous voulez dire? Oui, comme je ne suis pas du sérail, mon papa n'était pas metteur en scène, etc. Je me suis dit, si ça sert à ça, parce que du coup, Gaumont m'appelle, achète le court-métrage pour un long-métrage, pour le passer avant un long-métrage, et TF1 m'appelle pour produire le court-métrage suivant. Donc je me suis dit, ah d'accord, ça sert à ça. Et ben j'irai chercher toutes les récompenses, je ne les bouderai pas, contrairement à certains de mes confrères. Vous allez faire équipe avec Marc Caro au début pour vos deux premiers films, long-métrage. Le premier, c'est Delicatessen, qui est une petite bombe dans le cinéma français. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, on était dans un cinéma post-Nouvelle Vague. Et là, tout d'un coup, nous, on fait un hommage au cinéma de Marcel Carné, Jacques Prévert, en couleur, avec des gags inspirés de tout ce qu'on aimait, les cartoons, Tex Avery, des tas de choses. Donc c'est tombé, mais vraiment comme un ovni. On a eu beaucoup de mal. On l'a réussi à le faire grâce à Claudie Haussard, une productrice qui avait de la constante, de la volonté. Mais c'était très très long, très très long. César. Mais c'était encore possible. Et ça ne l'est plus? Il y avait un petit festival il n'y a pas longtemps qui s'appelait Les films qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Il y avait Delicatessen dedans. Et tous les jours, on me dit, mais tu sais, Amélie Poulain, aujourd'hui, tu n'as aucune chance de le faire. C'est-à-dire? Ça, c'est juste un peu restreint. On est dans un monde ultra-capitaliste, je ne vous apprends rien. Non. Et donc, dans le cinéma, on veut plus prendre de risques, on veut faire du profit à tout prix. Donc, en gros, on fait des grosses comédies très françaises. Ou alors des tout petits films pas chers, mais sociaux, avec des sujets sociaux, qui ne coûtent rien. Voilà. C'est-à-dire que plus personne ne pourrait avoir du nez pour Amélie? Mais s'il y en a qui ont du nez, ils diront quand même non, parce qu'ils savent que c'est trop risqué et que si ça ne marchait pas, ça leur retomberait dessus. C'est un petit peu ça le problème d'aujourd'hui. Et aux États-Unis, l'équivalent, c'est les gros Marvel comiques, ou alors les films d'auteur qui vont chez Netflix maintenant. Ils ne passent même plus en salle, c'est Netflix qui les produit. C'est ça. Ça vous plaît de voir changer le milieu, ou ça vous inquiète? C'est-à-dire qu'à la fois, je ne me plains pas parce que j'ai eu la chance de faire 7 films, alors que je travaillais au PTT donc. Donc c'est génial. Donc un grand film à Hollywood, quand même, un grand film comme Alien, succédant à James Cameron, Ridley Scott et David Fincher. Je ne vais pas me plaindre, c'est génial. Mais j'aimerais bien en faire encore un ou deux et ça devient compliqué. Après Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus, vous allez vous séparer de Marc Caro. Vous allez faire maintenant votre carrière seule. Et ça se passe à Hollywood. C'est le 4e volet d'Alien, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça me paraissait comme un gag, donc moi j'y ai été sans y croire. Comment un Français se retrouve à la tête, parce que c'est à la tête, vous êtes le réalisateur d'une franchise aussi célèbre que celle-là, d'un film aussi cher que celui-là? Parce qu'ils avaient adoré La Cité des Enfants Perdus, qui avait été boudé au Festival de Cannes, on avait fait l'ouverture, qui avait aussi suscité pas mal de moqueries chez les critiques, et les Américains étaient fous de ce film. Quand j'avais été visiter les studios, on me disait on l'a vu 5 fois, je me disais se moque de moi. Mais non, c'était vrai, parce que c'est un cinéma fantastique, de l'imaginaire, qui plaît peut-être plus aux Américains qu'aux Français. Il est devenu un vrai film culte depuis aux États-Unis.
Donc voilà, ça leur a paru naturel. Et en plus, je me souviens qu'il m'avait dit, on voit que vous avez des idées originales et on pense que c'est moins risqué de prendre un risque avec vous parce que vous allez apporter vos idées. Ah. Et c'est vrai qu'ils ont acheté toutes mes idées à chaque fois que j'en apportais, sauf quand elles étaient trop chères parce qu'évidemment, le Vous cinéma... fantasmiez sur Hollywood? Bah, à l'époque, je fantasmais. Je dois dire que mon fantasme s'est un peu écroulé quand j'ai vu qu'en fait, rien ne marchait jamais. Au niveau technique, la caméra ne marchait pas, les effets spéciaux ne marchaient pas, c'était un quasi-désastre permanent. Ah ouais. J'ai jamais fait un plan sans un problème technique. Alors l'image d'Hollywood s'est un petit peu effondrée, si vous voulez. Ah ouais, à ce point? Ouais. Mais bon, il y avait des gens très compétents comme les garçons qui ont fait les faux aliens, tout ça. Et puis heureusement, c'est ma compagnie avec Pitof qui est venu faire les effets spéciaux numériques. Donc on a sauvé le coup. C'est quoi le budget d'Alien? Oh, ça devait être dans les 80-90 millions de dollars. Voilà, 90 millions de dollars. On va tourner avec Sigourney Weaver, évidemment, c'est pas rien, je veux dire. Non, c'est pas C'est rien. Ripley, avec Winona Ryder et d'autres. Ouais. Et qu'est-ce qu'on se dit la veille, le soir, quand on se couche Est-ce que ça fout un peu la trouille? C'est finalement quelques semaines avant, les décors sont en train de se fabriquer et je vais les visiter. Et là, tout d'un coup, je vois les décors en construction énormes, avec des chaînes qui les tiennent. Ça devient du bois, des vis, ça devient du concret. Et là, j'étais prêt à dire, attendez, tout ça n'est qu'une vaste méprise, je ne suis pas capable de faire ça. Arrêtez tout, arrêtez les vis, ça coûte trop cher, je ne sais pas ce que je vais en faire de vos décors. Là, j'ai eu un moment de panique, évidemment qu'on a des moments de panique comme ça. Mais moi, j'étais persuadé que de toute façon, j'allais te virer au bout de 3 jours et puis que ça s'arrêterait là. Ah ouais. Parce que le mec qui fait Alien, c'est quand même le jeune homme des PTT, quoi. Oui, bien sûr. Oui, et puis en plus, il ne parle pas anglais.